corrigé du devoir d'histoire de la classe de seconde 2, qui concernait le chapitre d'histoire, le peuplement de la Terre par les Européens. Le premier exercice vous demandait d'analyser une courbe. Alors, cette analyse de courbe devait vous conduire à faire une analyse générale et une analyse détaillée. Dans l'analyse générale, vous pouviez aussi faire une présentation, même si ce n'était pas demandé. Donc, cela conduit à dire que le document était une courbe, on reprend le titre, puisque le titre était celui de la transition démographique, qui montre, deuxième mot-clé, l'accroissement de la population. Elle est construite à l'aide du taux de mortalité, du taux de natalité, là il s'agissait de lire les deux courbes, et de dire ce dont elles parlaient, et donc de dire ce à quoi elles conduisaient, c'est-à-dire l'accroissement naturel. Le deuxième point concernait donc l'analyse détaillée. Dans l'analyse détaillée, on voyait que la courbe était divisée en 4 parties. Dans la première partie de la courbe, on voit que les taux de natalité et de mortalité sont élevés. Et certes, ils sont stables, mais il faut bien préciser qu'ils sont élevés. Puis, on peut dire qu'ils sont proches l'un de l'autre, ce qui fait que la population stagne, car il y a beaucoup de naissances, mais il y a aussi beaucoup de mortalité infantile. On a déjà vu que la mortalité infantile concernait les enfants de moins de 5 ans. Puis dans la deuxième étape, le taux de mortalité commence à chuter grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène. Vous voyez que là on donne une explication, mais le taux de natalité reste élevé. La population augmente donc. Dans la troisième étape, le taux de mortalité continue à diminuer, toujours sous le coup du progrès de la médecine, nul besoin de le répéter, mais cette fois le taux de natalité commence à diminuer aussi. Là, nous n'avions pas parlé en classe pour dire pourquoi est-ce qu'il diminuait, même si on en avait parlé un petit peu. Si certains d'entre vous l'ont dit, c'était bien. Alors, le taux de natalité commence à diminuer parce qu'on se rend compte qu'avec moins d'enfants, on peut mieux les éduquer. Mais cela arrive essentiellement dans des pays comme la France ou l'Angleterre. Cela ne touche pas les pays qui vont être conduits à une forte immigration, comme l'Italie ou l'Irlande. Donc, l'augmentation de la population continue, mais de manière modérée. Enfin, dans la quatrième étape, les deux taux se stabilisent à un niveau relativement bas, mais entre-temps, la population a fortement augmenté et le nombre de naissances a beau être bas, les enfants ne meurent plus. Donc la population continue à croître, mais lentement. Mais elle a beaucoup augmenté avant, donc on est passé souvent d'une population, si on doit prendre un chiffre, de 1 million qui a pu aller jusqu'à 3 millions. On a donc des populations qui ont été multipliées par 2 ou par 3. Voilà, donc ça, ce sont des explications qui pouvaient nous être utiles pour la deuxième partie, c'est-à-dire la rédaction d'un texte. La rédaction de ce texte, vous aviez d'abord un sujet. Donc, quelles sont les causes et les conséquences des migrations de population au XIXe et au début du XXe siècle? Le plan vous était donné. Les causes des migrations, les lieux d'accueil des migrants, les conséquences de l'arrivée des migrants. Pour le premier paragraphe, les causes des migrations. Évidemment, il fallait se servir de l'exercice précédent, puisque c'est bien parce que la population augmente sous le coup de la transition démographique que la population n'a plus suffisamment de ressources à l'intérieur des pays, de certains pays européens, pour pouvoir vivre correctement. Notamment, on l'avait dit en classe, on manque de terre, donc on manque de moyens pour faire vivre et pour donner du travail à cette population qui est par trop nombreuse. Donc la pauvreté se développe, surtout dans le monde paysan. Et certains font le choix difficile de partir, de changer de vie pour un avenir meilleur. Alors où vont-ils? C'était le cas du deuxième point, les lieux d'accueil des migrants. Grâce au développement des moyens de transport, le bateau et le train, cela permet aux migrants de partir soit dans d'autres pays européens qui sont à proximité, qui accueillent de nombreux migrants tels que les Italiens, pour l'exemple que nous avions développé. Et pourquoi est-ce que la France ou la Belgique accueillent? Tout simplement parce qu'elles ont réussi à développer leur industrie avant l'Italie. Et puis ensuite, deux autres grands lieux d'accueil, l'Amérique et l'Australie. Alors, en Amérique du Nord, plus spécifiquement, les États-Unis deviennent un lieu très prisé des migrants. Ils entrent dans le territoire par la ville de New York, où ils sont accueillis dans l'île d'Ellis Island, où ils reçoivent des papiers d'identité et on vérifie qu'ils ne sont pas porteurs de maladie. Dans le cas contraire, ils doivent faire une quarantaine, c'est-à-dire rester 4 jours isolés, avant de pouvoir rejoindre le reste du territoire.
Beaucoup restent à New York. Alors, la raison est relativement simple, parce que c'est une grande ville et il y a déjà un accueil, c'est-à-dire qu'il y a déjà des migrants qui sont là et qui peuvent les aider dans un premier temps, parce que quand on arrive sur un territoire et que l'on ne parle pas la langue, cela peut être difficile de s'intégrer. Cependant, dernier point, les conséquences de l'arrivée des migrants. Alors, donc, les migrants se regroupent d'abord souvent entre eux dans des quartiers comme Little Italy, à New York, car ils y trouvent de l'entraide. Des communautés se sont déjà installées auparavant, des communautés italiennes, mais aussi des communautés chinoises, des communautés japonaises, des communautés irlandaises, des communautés anglaises, des communautés hongroises, des communautés polonaises. On n'avait pas vu l'ensemble de tout ça, mais vous pouviez simplement vous appuyer sur l'exemple travaillé en classe, c'est-à-dire sur l'exemple italien, puisqu'on avait vu des images du quartier de Little Italy à New York. Voilà, donc cela leur permet de s'intégrer doucement, tout en continuant à parler leur langue et à conserver leur tradition. Donc c'est un côté sécurisant. Puisque leur intégration n'est pas toujours facile, non pas que l'on puisse parler de racisme, mais peut-être d'une certaine peur déjà des arrivants, et on a toujours cette peur qu'il n'y ait pas suffisamment de travail pour tout le monde. Et puis ça leur laisse le temps aussi d'apprendre doucement une nouvelle langue, ce qui est très facile pour les enfants puisque eux vont à l'école et apprennent rapidement cette nouvelle langue, ce qui est plus difficile pour leurs parents, surtout si dans leur pays d'origine ils n'ont pas été à l'école et n'ont pas appris à lire et à écrire. Mais cela est fondamental et nécessaire pour trouver du travail sur le territoire. Voilà, donc on pouvait terminer par une petite phrase de conclusion. Le rêve américain est parfois difficile à atteindre puisque tout le monde ne va pas réaliser immédiatement un avenir meilleur, un monde meilleur. Il y a des étapes difficiles à franchir. Déjà le voyage, puis l'arrivée et l'intégration dans un monde différent dans lequel on va être un petit peu loin de ces structures familiales. Donc voilà le travail qui vous était demandé pour ce premier devoir, où il fallait mêler des méthodes vues en classe, mais également des connaissances. Et il avait été précisé pour ce premier devoir que si tout n'était pas dans le cahier, vous pouviez aussi aller dans votre livre, dans votre manuel d'histoire, qui était aussi à consulter. Et ça, c'est important de penser pour tous les prochains devoirs, d'aller voir votre manuel d'histoire ou de géographie pour pouvoir réviser correctement. Donc le prochain devoir sera une réussite pour vous tous. Nous pouvons l'espérer.